Bonjour à tous, vous écoutez De tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Nous nous retrouvons encore une fois pour vous parler de beaucoup de choses. En ma compagnie, j'ai Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël, aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va très bien. Il fait pas très beau dehors, mais on est toujours confiné, donc du coup, on s'occupe comme on peut et c'est un plaisir de te retrouver chaque semaine. Eh bien écoute, merci Raphaël, c'est très gentil à toi. Effectivement, c'est vrai que dehors il fait pas très très beau, mais l'avantage c'est que du coup on peut enregistrer des podcasts. Raph, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Alors la dernière fois, j'avais fait un petit jeu sur des citations historiques. Il fallait trouver qui les avait dites. Donc du coup, on jouait ensemble, Marc et moi, puis Alex et Mika aussi. Bah, cette fois-ci, j'ai décidé de faire à peu près la même chose, mais dans un thème différent. Les répliques de théâtre, de pièces de théâtre. Et du coup, j'en ai 6 à vous faire découvrir, donc c'est un petit jeu aussi. Donc du coup, ce sera un point pour la personne qui découvre le nom de la pièce et un point pour celui qui trouve le ou la dramaturge, par exemple. Ah oui, d'accord, donc là on monte d'un cran la difficulté par rapport à la dernière fois, pardon, en somme. Oui, enfin, ça reste quand même des citations, des répliques célèbres, donc ça devrait le Ah faire. d'accord, tu me rassures, Raph. Et tu t'as dit qu'on avait fait ça avec Mika et Alex la dernière fois. Eh bien il se trouve que Mika est de retour. Comment ça va, Mika? Bonjour, bah ça va très bien. Ça va très bien, effectivement, comme tu l'as dit, il fait Cool, pas très cool, cool, très cool. beau. J'ai ma compagne qui bricole derrière moi pendant que moi j'enregistre ce fabuleux podcast. Non, tout va bien. Comme tous les lundis, je fais mes courses et on en profite de l'après-midi pour se poser, parler de tout et de rien. Ça devient une tradition, c'est incroyable, c'est beau. Et du coup, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Mika? Alors en anticipation du 4 mai, puisque peut-être vous le savez, le 4 mai c'est le fameux jour de la force, hein, le May the Force be with you. C'est vrai. Je vais donc vous parler d'un réalisateur très connu. Évidemment, vous l'avez bien compris, je vais vous parler de Steven Spielberg. Évidemment, vous avez compris la petite blague, c'est parce qu'évidemment ils étaient très potes tous les deux, mais je te laisserai évidemment le sujet principal pour le 4 mai, Marc. Ah, c'est Mais gentil, je vais vous merci. parler de Steven Spielberg et plus particulièrement d'un film, de mon film préféré, du film qui m'a le plus marqué et qui aujourd'hui encore hante mes jours et mes nuits. Vous le savez peut-être pour certains, pour d'autres non, mais je vais vous parler de Jurassic Park et je vais vous parler de petites anecdotes de tournage, de hors tournage, de casting, enfin de petites anecdotes que peut-être vous connaissez ou peut-être pas, donc je vais peut-être vous apprendre des choses sur ce film. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler puisque c'est mon film préféré. Et Dieu sait que Jurassic Park est un des meilleurs films de la Terre. Avec moi, on a également Maxime qui remplace du coup Alex aujourd'hui pour le petit quiz. Comment ça va, Max? Bah, très bien, et vous-même? Bah écoute, moi ça va, c'est vrai que t'es le premier à me poser la question. Merci Maxime, ça va très très Je bien. t'en prie. Aujourd'hui, toi, tu vas nous parler non pas d'une série live, mais plutôt d'une série animée, ou plutôt d'un manga même d'ailleurs en fait. Les deux, en fait, du coup, parce que c'est un manga qui a été adapté, en série animée. Classique. Effectivement, c'est un manga, un de mes préférés de tous les temps, et un des meilleurs, à mon sens, qui se nomme Berserk. D'accord. Eh ben écoute Maxime, ce que je te propose, c'est de commencer en premier. Parlons de Berserk. D'accord, Berserk. Alors du coup, comme je le disais, donc Berserk, c'est un manga. Donc un manga qui a commencé sa publication en 1989, hein, donc c'est pas tout jeune. Il faut savoir qu'au Japon, du coup, les mangas sortent par système de prépublication dans des magazines, souvent. Donc ça peut être du coup hebdomadaire, mensuel, tout ça. Mhm. Ou du coup, il va y avoir un chapitre par mois, par semaine, qui peut faire du coup de 10, 15, 20 pages à 40, 60, selon du coup la durée. Donc ce manga est un manga seinen, c'est-à-dire qu'il du coup il se destine à un public adulte, non pas par là qu'il soit pornographique ou érotique, même si parfois on peut se poser la question, mais bien du coup de par la violence et le thème et le ton adulte de l'œuvre. Pour le moment, à ce jour, en France, on est au tome 40, et il faut savoir que 40 tomes depuis 1989, c'est peu. C'est vraiment peu, ce qui signifie du coup le rythme de parution de Kentaro Miura, donc du coup la personne qui dessine et scénarise Berserk, est très lente. Parce Effectivement. que pour donner un exemple, One Ah, Piece, qui a commencé il me semble fin des années 90, dirons-nous, est déjà au tome 90 et des brouettes en 2 fois moins de temps. Donc pour donner un peu une idée de à quel point c'est lent. D'accord. Donc c'est très frustrant, mais ça veut dire aussi que c'est de la qualité.
Donc vous parlez un peu du synopsis. Donc on suit Guts, un enfant mercenaire dans un monde moyenâgeux, sombre. Au départ réaliste, mais avec un petit peu de magie par-ci par-là. Alors quand je dis enfant mercenaire, parce que finalement le vrai premier arc narratif de Berserk, on va partir vraiment en flashback qui va du coup à sa naissance jusqu'à un autre moment. Mais en fait au tout début du manga, on a un Guts adulte, qui est un homme grand, musclé, sombre, blessé du coup parce qu'il lui manque quand même un bras et un œil, et qui porte une énorme épée aussi grande que lui. Donc ça il l'a fait bien avant Cloud de Final Fantasy qui a mis ça à la mode, et maintenant on n'a plus que ça. Mais à l'époque non, c'était l'un des premiers on va dire. Donc, les premiers chapitres sont artistiquement très moyens. L'auteur à l'époque était jeune, il me semble qu'il était à la fac même. Mais après, par la suite à du coup une pause de quelques temps après les premiers chapitres, on a du coup un niveau artistique et de dessin nettement supérieur, et qui va ne cesser de s'améliorer au fur et à mesure des tomes et des chapitres. Et ce qui fait que maintenant on a un niveau de dessin absolument fantastique. Donc ce Guts, on apprend du coup très vite dans les premiers chapitres qu'il cherche vengeance et qu'il chasse du coup des espèces de monstres, démons chelous. Lui de son côté c'est un humain très fort, mais c'est juste un humain qui combat face à des monstres énormes, qui se régénèrent, qui sont increvables, alors que lui non. Chaque fois qu'il se prend un nion, lui il souffre, hein. Et c'est pour ça que chaque combat finalement ça a tendance plus à le diminuer, et contrairement à pas mal d'autres shonen, il a pas des power-up de fou du début à la fin, il a même tendance limite à perdre des capacités au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, suite à ces premiers chapitres, on va du coup avoir un flashback sur sa jeunesse, son enfance malmenée auprès d'un groupe de mercenaires, sur sa rencontre avec du coup l'autre personnage important de cette aventure qui se nomme Griffiths, et vers qui il sera finalement irrémédiablement attiré, de par le charisme finalement de ce Griffiths. Pas spécialement sexuellement attiré, mais peut-être un peu, il y a peut-être un petit truc un peu sous-jacent, parce que du coup le Griffiths c'est un beau jeune homme, hein, on va dire. C'est la personne avec un charisme absolument énorme, du coup qui va avoir tendance à attirer tout le monde vers lui et vers sa quête, parce que ce Griffiths, lui, son but c'est de devenir roi. Voilà. Donc du coup, ce Guts va du coup essayer de l'aider dans cette quête. Lui, il est mercenaire et un très bon mercenaire. J'en dirais pas beaucoup plus. Donc vous allez me dire, ouais, mais t'as rien dit du tout. Ben oui, mais le problème c'est que c'est compliqué de résumer Berserk, parce que les arcs narratifs ne sont pas aussi simples que d'autres. On va pas avoir un chapitre, un méchant. Pour le coup, ça va être vraiment un récit organique sur du coup l'évolution du personnage, sur des informations qu'on va avoir au fur et à mesure distillées, des questions répondues, des questions posées, et le tout vraiment dans un déroulement, comme je disais, organique, qui va vraiment avancer. On se retrouve pas à se poser la question pendant 1000 ans de pourquoi ça s'est passé ou non. Donc, finalement, la thématique, c'est un petit peu la monstruosité de l'homme, l'humanité des monstres, finalement, parce que les démons sont pas non plus tous démons gros, je suis méchant, mais des fois, on peut se poser la question de pourquoi ils sont devenus comme ça. Sachant que le monde, du coup, dans Berserk, il est pas tout gentil, il est pas tout rose, il est très hostile, il est très sombre, il se passe plein de choses, et finalement les hommes sont pas forcément les victimes des monstres, mais des fois, le rapport peut être un peu aussi échangé. Sachant que ça parle également beaucoup de destin, et surtout de la lutte du héros pour essayer de le changer, pour essayer de lutter contre. Et également, un des grands thèmes finalement du manga, c'est l'ambition. Est-ce que l'ambition peut faire à une personne? Est-ce que l'ambition finalement démesurée d'un homme a vraiment que du bon? La réponse est non. Hein, on va dire que ça. On va dire ça directement. Donc finalement, c'est une œuvre sombre, marquante, cauchemardesque, aux multiples inspirations, autant historiques, parce qu'elle est très réaliste au niveau de la bataille, des technologies utilisées, des costumes et du reste, que artistique. De toute façon, ça reprend pas mal de tableaux de Giger, par exemple. Donc, c'est le gars qui a fait les designs de Alien. Ou de Escher, qui a fait, du coup, des tableaux qui sont très étranges dans des univers où on comprend pas forcément tout qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est un peu pareil ici, par moment. Donc, sachant que ça fourmille vraiment de détails dans l'horreur et la noirceur qu'il dépeint. C'est vraiment tout dans le détail. Sachant qu'il y a vraiment des scènes cauchemardesques, horribles, qui vraiment vous donne des cauchemars, mais pas dans le bon sens du terme, hein. C'est pas cauchemar, j'ai peur, c'est cauchemar, je me sens pas bien. Vraiment. Donc c'est un manga qui m'a fait du mal, un petit peu. Ça m'a dégoûté, ça m'a émerveillé, mais ça a eu un impact dans tous les cas sur ma façon de voir, du coup, le média du manga.
une façon plus mature, plus violente. Et surtout une façon de construire un récit dans le manga, parce que finalement la plupart des mangas que j'avais lus avant étaient surtout des shonen ou des choses dans ce goût-là, et là vraiment on a une approche très différente sur plein de niveaux. Là l'histoire, ce qui me disait, est construite vraiment organique, les personnages sont profonds et concrets, et contrairement à beaucoup de mangas qui sont rallongés ou dont la fin de l'histoire est pas trop connue, on sait pas trop où est-ce que ça va. De par du coup le rythme de parution, comme je disais, qui est plutôt rapide, on va prévoir 2-3 chapitres à l'avance et puis pas forcément beaucoup plus. Là non, la fin, l'auteur il la connaît, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut raconter, il sait où il veut que ses persos aillent. Donc finalement, voilà, le récit est mené sans heurts, sans longueur, comme si chaque partie finalement c'était autant de petites pièces d'un puzzle qui représentent une image finalement qu'on n'a pas encore mystérieuse, encore finalement on sait pas trop où est-ce que ça va, mais on sait que ça va quelque part et on a envie de savoir, sachant que la fin du coup on sait pas du tout la prédire, parce que finalement la trame est dense et les enjeux sont complexes, donc du coup on sait pas où ça va aller, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose finalement qu'on sache pas. Parce que c'est pas finalement comme beaucoup d'œuvres maintenant, on dit ah bah de toute façon soit c'est ça, là non, on sait pas. Ça peut être autant de choses et c'est bien, c'est bien du coup. Sachant que Miura du coup, l'auteur, il fait souvent des hiatus. Il arrête pas de prendre des pauses. D'un côté, il a pas peur de prendre son temps pour parfaire son récit et ses dessins, parce qu'il est très très perfectionniste au niveau des dessins. Et finalement, c'est cette vision sans concession qui me fascine, autant pour l'auteur que pour son œuvre, dans le sens où le gars, il voit son manga d'une façon et il va pas non plus, à cause d'un éditeur ou autre, la vendre au plus offrant ou en faire autre chose que ce que lui il veut raconter. La plus grande peur dans cette histoire, c'est de pas voir la fin. C'est l'œuvre de sa vie, on le sent. Je veux dire, c'est vraiment tout ce qu'il veut raconter, mais c'est lent. Le problème, c'est qu'il rajeunit pas. Donc, on sait qu'il raconte, et du coup j'ai un peu peur que ça fasse comme Tolkien par exemple à une époque avec le Silmarillion ou autre, où finalement d'autres personnes vont peut-être finir et pas forcément comme le voulait l'auteur. Donc j'espère vraiment que le gars a tout noté. C'est le syndrome George Martin en fait un peu. Un petit peu. Pour conclure, je dirais que je peux que vous conseiller de le lire ou de le regarder, parce que du coup il est sur Netflix par exemple. C'est un manga très qualitatif. Il a vraiment lancé finalement au Japon une espèce de dark fantasy à la japonaise, mais c'est très inspiré finalement Berserk d'un folklore européen. Le terme Berserk, finalement, qui est très nordique, et du coup ça a inspiré beaucoup d'autres œuvres Berserk, par exemple Dark Souls. Dark Souls s'inspire très largement de Berserk, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais du coup il faut le dire aussi. Donc regardez Berserk, lisez Berserk de préférence. D'après moi le manga va plus loin que l'animé, il n'est pas autant censuré, les dessins sont plus beaux, plus prenants, mais par contre, faut prévenir les gens, c'est pour lecteurs avertis hein, seulement. Ça va pas être non plus pour n'importe qui, c'est pas à mettre entre les mains d'un enfant de 12 ans. Non, c'est du plus 18 et il est mérité ce plus 18. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus ou si vous connaissez déjà, je ne peux que vous conseiller les vidéos sur le sujet et le livre du youtubeur du coup Alt236 et sa chaîne en général, parce qu'il traite très bien finalement de Berserk et de pourquoi c'est bien et son ambiance générale, ou par exemple la biographie de la chaîne de Paul sur Miura qui nous apprend du coup un peu d'où viennent les idées de Berserk. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Lisez Berserk. Merci Maxime pour cette chronique très prenante. Je vais rajouter quelque chose. Il a raison, lisez Berserk. Moi j'ai lu un peu Berserk. Je dû m'arrêter au tome, je sais pas, 25, 26, un truc comme ça, je pense. Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là. C'est vachement cool. Par contre, je pense au fond qu'il y a une raison aussi pour laquelle j'ai arrêté de lire. D'une part, c'est parce que j'ai pas les bouquins chez moi et donc je déteste lire sur un écran. D'autre part, c'est que en fait, je comprends pourquoi est-ce que l'auteur prend des pauses régulièrement pour écrire ça, parce qu'en fait, c'est super bien, c'est prenant, etc. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que quand Maxime vous dit que c'est interdit au moins de 18 ans, que c'est à juste titre, c'est effectivement à juste titre. C'est-à-dire que, en fait, ce bouquin, c'est un peu comme si tu avais un roman de Lovecraft illustré. Mais t'as pas envie d'avoir un roman de Lovecraft illustré, surtout quand il est illustré aussi bien, en fait. C'est ça, puis ça coûte, en fait, de le lire. Et sachant que finalement, pour donner un exemple peut-être un peu plus, voilà, c'est un peu Games of Thrones, mais en bien pire. Ça veut dire que il y a plein de gens qui avec des qui monstres meurent, dégueulasses. Voilà, il y a plein de gens qui meurent, c'est horrible, il y a des traîtrises, mais c'est pas des traîtrises genre haha, non, c'est des traîtrises genre oh non,
non, s'il vous plaît, non, voilà, et vraiment, c'est que ça coûte. Ouais, vous allez pleurer des larmes de sang en lisant Voilà, Berserk, ça mais a été mon cas. C'est peut-être, ça va peut-être vous faire du bien c'est aussi peut-être de les surtout pleurer ça. un petit Hein. peu. Voilà. C'est peut-être au niveau du mental aussi que ça joue pour le mangaka, on peut le dire. Parce que il y en a qui sont beaucoup plus comment dire, Jojo le rigolo, hein. Je suis désolé, mais One Piece pour moi c'est un peu c'est un peu le Disneyland où il faut plaire à tout le monde avec un petit côté derrière Ah, fan ben, service quoi. je crois qu'il y a 2 personnages dans tout le manga qui sont morts, Oui, vraiment. oui, non, mais c'est un peu ça. J'ai un peu le problème avec ça. Et par extension, on en avait déjà parlé de personnages emblématiques de séries qui finalement on montre qu'ils vont mourir alors que non. Et ça, ils le font 30 fois. Mais je pense qu'on aura lieu de revenir sur ça le 4 mai. Mais quand il pense, c'est surtout derrière, effectivement, je sais pas s'il a la chance de pouvoir être libre de faire son œuvre en un temps qui lui est attribué. Maintenant, il l'est, vu que l'œuvre a finalement eu un impact aussi prononcé finalement Ouais, je pense qu'il a plus de pouvoir du coup. sur le monde. Ouais. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. À une époque, c'était moins le cas. Mais il faut savoir également que, justement, au fur et à mesure des tomes, l'ambiance a tendance à changer. Je vais pas dire que maintenant c'est plus optimiste, mais si, un peu quand même. Dans le sens, tu vois que la vision de l'auteur a quand même un peu changé. Et les départs sont vraiment horribles. Mais avec le temps, voilà. Alors, sachant qu'on s'attend limite à ce que tout ce bonheur qu'on a, avec les personnages qui vont un peu mieux ou autres, on s'attend à ce qu'il nous soit repris, hein. Moi, j'avoue. Mais C'est peut-être parce que l'auteur lui-même va peut-être mieux en fait, donc du coup forcément il va vers c'est pas plus impossible. d'optimisme. Et c'est pour ça que je disais ça, c'est que vraiment, quand je disais que c'est l'œuvre de sa vie, c'est que vraiment c'est sa vision à lui, de ce qu'il a marqué. Il y a plein de choses qui sont allégoriques de sa vie à lui, et de ses insécurités ou autres. Mais c'est vraiment sa vision. Que des mangas d'auteurs comme ça, il y en a pas tant que ça, même si bon, forcément ils mettent tous leurs pattes, hein. Mais ça, c'est vraiment pour moi une œuvre importante au niveau du manga, et que si on aime le manga, ça mérite un peu de son temps. Après, si on n'aime pas le genre, on n'aime pas le genre, hein, ça vaut pas le coup de se forcer non plus, mais ça mérite un peu. Ça vaut le coup d'essayer au moins quoi. C'est ça. Après, dans la même veine, un peu comme tu dis, des mangaka qui mettent toute leur trip et qui se livrent quasiment intimement. J'ai récemment vu, alors si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous invite à aller la découvrir, ça s'appelle Pause Manga. Oui. Avec voilà. Ah, Ayame Hiro. Voilà, effectivement, je voulais parler d'Ayame Hiro qui, effectivement, c'est carrément, en fait, l'auteur s'est carrément dessiné, lui, il s'est mis en scène dans son propre manga, et en fait, il dit que, même lui, il se définit comme un mec complètement asocial, renfermé sur lui-même, enfin, qui aime pas le contact avec les gens et tout, voilà, enfin, c'est une histoire d'apocalypse zombie un peu J'avais vu plus des entre pubs au guillemets. ciné de ça. Ouais, et après voilà, donc on pense qu'on veut du manga, mais manga, il y a effectivement pareil une sorte d'ambiance, parce que c'est pas des zombies normaux comme on a l'habitude d'en voir à la Romero ou à la ils sont Walking bien Dead. dégueulasses. C'est plus des monstres, des espèces de chimères un peu chelous, les morts, enfin c'est des sortes de monstres qui fusionnent entre eux. Enfin, à la base c'est des humains, mais genre ça fait des je sais pas, des espèces de human centipèdes qui bougent. Enfin ça. Sachant que voilà, très... leurs membres, ils vont dans des sens où ils sont pas censés voilà, aller. Il y a vraiment des choses très dérangeant. Mais ça l'est pas autant que Berserk, non. Effectivement. Mais bon, après c'est pareil, à Berserk, il faut être patient. Faut être patient, Berserk, parce que toi, tu l'as lu Berserk du coup, Mika? Ah, moi je les ai tous lus. J'ai pas essayé l'animé parce que tout ce que j'en ai vu, ça m'a fait peur. L'histoire avec la CGI, la 3D et tout, ouais, non, ça c'est la deuxième animée. Ouais. La première animée de 1998, il me semble, est bien mieux. Ouais, non, mais voilà. Elle passe du coup, au niveau de la censure. Je préfère les lire parce que le mec met un tel travail dans ses planches que je trouve que ce serait presque dommage de le gâcher en allant regarder un animé alors que les planches sont si belles. Non, là je suis d'accord. Moi je l'ai commencé en animé justement, et après j'ai été lire le manga et diantre, c'était mieux. Bien sûr. C'est vrai que pour moi qui connais pas, quand j'ai su l'intitulé de ce que tu voulais nous partager, j'ai été regarder sur internet. C'est vrai que quand tu tapes ne serait-ce que le nom du manga, t'as des planches qui apparaissent et tu vois que les planches, il y a beaucoup de détails comparé à des planches qui souvent, et c'est très caricatural aujourd'hui dans le Japon, quand on fait des émotions aux personnages et tout, on a 1, 2, 3 émotions particulières qui nécessitent peu de traits, et donc du coup la planche va relativement vite en fonction du sujet.
Alors que là, C'est pour plus de quand productivité. tu regardes, oui, parce que il y a toujours derrière, il y a toujours la notion de faut produire, hein, tout à fait. Et là, on sent quand même que il y a du temps. Hein. La légende veut que le gars soit perfectionniste au point que, par exemple, si jamais il ratait un trait dans ses planches, il jetait tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais parler de cette anecdote aussi. Mais il y a aussi Voilà. le fait que au Japon, très très souvent justement vu que comme tu l'as dit, c'est les rythmes de prépublication hebdomadaires, il faut aller vite et donc forcément il y a des techniques qui sont développées. Le média évolue dans ce sens-là où on fait des sortes de chants contre chants entre guillemets qui sont assez fréquents. Hein, vous le voyez dans les mangas où en fait vous n'avez accentué que le visage du personnage. Vous n'avez que le visage du personnage sans arrière-plan. En général, une trame blanche derrière ou un décor qui a été superposé de manière informatique. Voilà. Mais même assez régulièrement dans les mangas, des mangas traditionnels, dans les shonen et tout, vous avez des fonds blancs. Généralement, quand vous voulez vraiment accentuer sur une émotion d'un personnage. Je vous défie de trouver ça dans Berserk. Genre, il y a toujours un arrière-plan derrière qui est travaillé. Alors bien sûr, j'imagine que le manga a évolué lui aussi, qu'il doit y avoir bien sûr des choses qui sont faites à l'informatique, mais il y a aucune case vide. Donc c'est ce qui fait que ce manga est aussi super riche et si beau à voir, mais c'est pour ça que il faut avoir comme le personnage principal, il faut avoir des guts pour le lire. C'est un manga qui se digère. Voilà, je pense que c'est impossible de se faire les 40 tomes d'un coup et de les bouffer comme ça. Parce que Je l'ai déjà fait, mais je suis un peu mais malade si dans tu ma l'avais tête. déjà lu avant, parce que tu connaissais le média avant. Ouais. Mais je pense que Ouais, non, pour c'est quelqu'un ça. qui Si, découvre, j'ai c'est dû très, faire une très pause lourd. après un certain c'est très moment. très lourd à regarder. Mais sachant que du coup, justement, tu parlais de l'évolution des technologies, là, Kentaro Miura, du coup, s'est mis à la tablette graphique. Pour les fans de Berserk, on se disait, c'est cool, il va pouvoir aller plus vite. Bah non, c'est maintenant il zoome et du coup il fait encore plus de détails mais dans le fond. Donc du coup, non, c'est toujours très lent. D'ailleurs, j'attends le tome 41 depuis un an et demi. C'est très très lent. Oh non, mais le tome 40 est sorti il y a pas si longtemps, il est sorti il y a moins de 6 mois. Oui, voilà. Voilà. Et sachant que du coup, c'est un des rares mangas pour lequel je lis pas les scans ou autres, j'achète. J'attends le tome parce que c'est tellement quelque chose que j'ai envie de savourer. J'achète le tome et je le bouffe. Il y a aussi le fait que, et ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier à notre ère du téléchargement et autres, que si on veut quelque chose de qualité, faut l'acheter. Il faut le payer. C'est clair. Parce que le meilleur moyen d'encourager une boîte de prod ou un éditeur à du coup faire plus de choses dans tel genre ou tel genre, c'est de payer, c'est d'acheter tel truc. Et c'est aussi le truc inverse, et si on a envie que les gens arrêtent de faire des trucs qu'on trouve pas top, faut arrêter de les regarder, faut arrêter de les payer. Bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est bien d'accord. Et du coup c'est pour ça que pour moi c'est important quand je vois vraiment un travail de cette qualité-là, de vraiment acheter le truc, quoi. Achetez-le. Achetez. Voilà. Berserk. Voilà. Sinon vous me contactez, je vous les envoie par la poste, y a pas de souci. Eh ben écoutez, je savais qu'en vous réunissant tous les trois, ça allait pas mal discuter animation japonaise. D'ailleurs, petit aparté, ça discutait déjà animation japonaise avant qu'on commence à enregistrer. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement prévoyant, j'ai prévu un petit jeu sur l'animation japonaise. Oh là là, Oh, il est fort. Ah. Il Ah ouais, est si fantastique. fort. Il est bon, hein. Oh là, il est doué. Hein. Ah il est fort, il est fort. Il est fort. Alors mon petit jeu, c'est un Naruto. blind test, hein, bien sûr. Blind test. C'est- Évidemment. C'est un blind test sur les openings en fait d'animés japonais. Voilà. D'accord. Donc comme vous êtes tous les trois des gros tarés de l'animation japonaise, ça va jouer à la rapidité. Évidemment. Encore Il y a une un fois- buzzer ou pas? Non, il y a pas de buzzer, ça va être le premier qui gueule. Le problème, c'est que moi, comme je vais mettre le son direct, il y a de fortes chances que j'arrive pas tout de suite à entendre qui a dit le mot. Donc je vous fais confiance pour juste après me dire si c'est l'un ou l'autre qui a bien dit Oui, non. la bonne On est réponse, bons joueurs. la bonne réponse en premier. Ouais, pas de souci. On l'a déjà fait la semaine dernière. On a vu que ça marchait pas trop mal. Donc du coup, ça va jouer sur la rapidité, mais ça va jouer aussi sur autre chose, parce que la vérité, c'est que je vous ai mis des openings d'animation japonaise que j'ai vus pour la plupart d'entre eux. Ah, bon. Alors ça va être beaucoup très facile pour moi du coup, parce que la plupart c'est moi qui te les ai conseillés. C'est vrai. Mais comme Maxime part avec un bonus, j'ai aussi essayé de mettre des animés que Mika et Raph sont censés avoir vus, je crois. Ok. Je crois. Ok. Moi, à ta place, j'aurais mis les génériques, mais en néerlandais.
Voilà. Ouais, Ah ouais, ça aurait pu être pas genre mal. que des trucs, mais avec le générique français. Jette une Parce que, caisse à ton C'est sorceleur. l'heure. En Alors, le connaissant, il va Facebook, commencer du coup, par aussi. Bon, l'attaque des titans. Il va commencer par Pokémon. Alors je les ai déclassés je me- complètement. Je hein. me Pourquoi coupe une pas couille s'il y a pas Pokémon dans le tas. Je pense pas forcément qu'il irait chercher ça. Après, ça dépend. Eh, En ouais, vrai, il va sait nous- très bien que En version, qu'il adore ça. en version originale. Alors, les gars, en version Et originale, puis on en il y a avait peu de gens qui parlé, le on l'avait connaissent, hein. saoulé pendant 1 heure quand même sur Pokémon la dernière fois. Donc, Oui, c'est c'est obligé qu'il y il soit, avait c'est souffert. obligé. Il avait souffert. Les gars, vous êtes prêts du coup? C'est parti. Concentration extrême, ça va gueuler dans pas longtemps. One Piece. One Ouais, Piece. Ouais, One Piece, ouais. bien joué. C'est Mika qui l'a eu en premier, c'est ça? C'est le premier Ouais, en je plus crois. celui-là. Oui, c'est le premier. À chaque C'est- fois, c'est ouais. les openings numéro 1 que j'ai pris, hein, du coup. Ah oui, donc tu t'es pas fait suer. Ouais, Voilà, c'est où les est- openings où est la numéro 1 difficulté parce que généralement, je suis ce qu'on appelle un gros con. Parce qu'en fait, quand je regarde un animé, j'aime bien le générique. Et après, quand ils changent de générique, ça me gave parce que j'aimais bien le générique d'avant. Ah. Oui, mais on est tous comme ça, je pense. Ah, faut voir. Mais Ça dépend. Ça ouais, il dépend. y en a certains, le deuxième est limite meilleur que le premier. Ah ouais. Cowboy Bebop. Ouais. C'est Cowboy Oh Bebop, là là, effectivement, Oui, bien oui, joué, oui, oui, Maxime. oui, oui. Par du coup Bravo. Yoko Taro. Non, pas Yoko Taro, je dis n'importe quoi. Bah, c'est Muraille, non? Comment elle s'appelle déjà? Non, Yoko Taro, c'est celui qui dessine. Yoko Kano, voilà, pour être exact. Je l'ai laissé un peu plus longtemps parce que c'est un générique C'est que j'aime beaucoup pour le génial. côté très. Par la très compositrice, comme je disais, Yoko Kano, qui a également fait la composition de la série Ghost in the Shell, qui était très cool. Ah d'accord. Ah, elle a ok. fait la compo sur Ghost? Enfin, de la série, hein, je propose, parce que c'est Kenji Oui, oui, Kawai bien qui sûr. a fait celle du film. Yes. Yes, yes, yes. Alors du coup, on en Je suis est très à bon. 1 pour Max et 1 pour Mika. La suite. Ah, tu comptes les points? Oui. Ah ouais, je compte Ah les ouais, points ouais. parce que je sais que Raph a prévu d'un comptage de points, donc je compte les points aussi. Passe pas un bon moment. Ah non, c'est pas un bon moment. Et ici, écoute. je suis pas Kian Kojandi. Ici, on compte les points. Je suis Max. tellement mauvais que j'habite quand même avec Marc. C'est-à-dire que quand il lance les audios, je les entends une demi-seconde Oui, avant toi, t'es vous, en avance. tu vois. Et du coup, je suis là, je sais mais qu'est-ce que c'est? Et j'arrive pas à savoir. Full Metal Alchemist. C'est Full Metal Ah, Alchemist, putain. bien joué, Mika. Brotherhood, pour être exact. Ah la vache. Par Yui, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as dit, Max? Yui. Non, je disais, c'est la chanteuse Oui. Yui. Elle en a fait beaucoup, elle aussi. Hein. Sa voix est très reconnaissable. Ouais. Bah, elle a fait aussi un de Bleach, je crois. Oui. Shooting Star, elle avait Vous fait. parlez, je laisse la musique parce qu'elle est très belle. Oui, c'est ça, Mika. Je crois que Ouais, c'est celui-là. Il me semble qu'elle Et avait fait l'animation Shooting est Star. aussi très très cool. Ouais. Ouais, Shooting Star, c'est bien ça. Et effectivement, c'est bien Full Metal Alchemist, c'est Brotherhood, je crois que c'est ça que t'as précisé du Tout à coup, fait. Max, c'est ça? Ouais, mais Full Metal Alchemist, c'est bon. Oui, non, bah oui, c'est très très bien. Merci d'ailleurs encore Max de m'avoir forcé à regarder Full Metal Alchemist parce que c'était Mais une très grand très plaisir. belle découverte. Alors, t'as Et c'est t'as très, regardé très que cool. Brotherhood ou t'as regardé les deux? J'ai regardé que Brotherhood parce que je me suis dit que la fin était vachement cool de Brotherhood et du coup je savais pas si j'avais très très envie de regarder l'autre version. Bah apparemment, l'autre fin est très bien aussi. Hein. Enfin, alors Bah, elle est très Je l'ai intéressante. pas en vu fait, non plus, mais, après, enfin, moins cohérente à mon sens. oui, bah après forcément l'autre suit le manga et il a été écrit plus ou moins dans ce but-là, mais il y a certains, je sais que même certains fans dont je fais partie de la série originale préfèrent presque la fin de pas Brotherhood justement, de la première série, parce qu'ils aiment pas la fin de la série originale. Ils trouvent que c'est trop bateau. Mais ça je pense que c'est un problème de généralement tu préfères ce que t'as vu en premier. Oui, peut-être. Oui. Bah, moi, pour le coup, je préfère la deuxième, alors que j'ai vu la première version, celle de 2004. Mais il t'as me pas semble, lu sur les Canal+, bouquins toi du à coup Max l'époque. avant? Non. Ah d'accord, Ah ok. non, moi j'ai commencé Ma à lire le théorie manga bien s'effondre. après avoir commencé à la regarder à la Ouais. télé. Ah d'accord, ok. Sur Canal+. Ah oui, exact. Ah, sur c'est vrai que Canal. ça passe C'est là où sur j'ai Monsieur- Canal. monsieur avec Canal. Non, c'était en clair. Ah d'accord. Ma Et du coup, deuxième ça, c'est des blague grands moments. s'effondre aussi. Aïe, coup dur. Coup dur. Et bah du coup je vous propose de lancer la suite. Désolé, je Ah, c'est pas compris. grave Max, t'inquiète pas. T'as Moi, pas moi qui compris. suis sympa avec toi et qui t'offre des animés que tu connais. Mais moi aussi, je t'aime. Voilà, en toute logique, du coup, il y a que Max qui devrait trouver. Hein. Ça me dit Ouais, rien, ça. c'est quoi ça? C'est Kung Fu Génération à tous les coups encore, mais C'est Samurai Champloo. Non, c'est pas Samurai Champloo.
Samurai Champloo, c'est beaucoup plus chill. Hein. Ouais. Et bah écoute, ça ne me dit rien. Je dois connaître la série, mais je dois zapper. Ah, le attends. timing. Eh C'est ben, Tokyo Ghoul? non. Vous donnez votre langue au chat? Attends. C'est Aqua Times déjà le groupe, mais enfin je crois. De quoi, Max? Je crois que le groupe c'est Aqua Times, mais c'est à peu près. Ah, ça, j'en sais rien, le groupe est pas indiqué. Hein, c'est... Ah ça j'en ai rien à foutre, c'est vrai ce que je te demande. Ah mais je sais. Non, je sais pas pour le coup. Aucune idée. Eh ben, c'était Berserk 2016. Aïe. Ah mais qui Aïe, regarde aïe, ça? aïe, 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 Pardon, aïe, aïe. Ah, excusez-moi. bien joué. Non, pas. C'est pour ça que je dis qu'il y avait que regardez toi pas. qui pouvais trouver, Max, puisque Regardez du coup, pas Berserk Mika a dit qu'il avait pas 2016. vu l'animé et Raph a pas vu du tout Berserk. Ah, non. Euh, J'ai pas regardé celui de 2016. Enfin pour être Ah, exact, j'ai regardé les 5 premières minutes et la 3D dégueulasse. mais les 5 m'a premières fait minutes, du coup, abandonner il y a ça l'opening trop. dedans, techniquement. C'est vrai, Ah mais j'ai zappé ça de ma mémoire. Hein. c'est vrai. J'ai totalement oublié ce truc. Et tant mieux. Bon, après, Le pire ouais. c'est que c'est triste, hein, mais Allez, c'est parti pour le suivant. Naruto. Bon, l'attaque des titans, ouais, si tu veux. C'est l'attaque des titans, ouais, effectivement. C'est encore toi, Mika, qui l'a eu? Oui. Alors je sais pas Putain, si mais si t'es- les autres ont juste coupé ou pas activé leur micro quand ils l'ont dit. en fait En non, c'est surtout que j'ai essayé d'écouter, mais en fait j'ai juste entendu un gros riff de guitare avec plein de parasites. Ouais, Ah, c'est en oui. fait c'est un peu le problème, Ah, c'est que ça gonfle vraiment, t'entends En juste fait, un c'est bruit. c'est celui qui a le moins de bugs avec Discord qui gagne, en C'est fait. ça. Ouais. C'est celui qui a le meilleur C'est ça. son qui gagne. Eh, je vous avais dit. Non mais c'est le meilleur. Et il y a un casque. Non mais bravo Et- Mika, et t'es il y le a un meilleur, casque. t'es le meilleur. Moi j'entends tout 3 secondes avant vous les gars. Alors là, pour le coup, Effectivement, premier générique est vraiment meilleur que les autres. Le premier générique Ouais. est ouf. Ouais. Quand ils l'ont Bah, en changé, fait- là, j'étais en rage. Celui de la saison 3 est Et, très bien, Du coup, je le coupe. mais J'ai Bah, pas vu la en- saison en- 3. Elle est pas sur Netflix. Oui, Sasageo. ouais, je crois, Sasageo, Sasageo avec la main sur le Ouais, cœur. Attention. ouais, petite main sur le cœur quand Mais, tu regardes, quand tu commences ton animé, ça fait toujours plaisir, ouais. Mais je crois que c'est le chef otaku qu'on avait parlé et qu'en fait le problème des suivants c'est qu'ils essayent de recréer le premier. Et la plupart du temps, les séries, c'est ce qu'elles font quand ils font un opening par la suite, ils essayent de recréer le premier et du coup, le problème, Mais c'est que du ça coup, marche pas. j'en viens à une question. Pourquoi changer de générique? Ça, c'est des accords entre les boîtes qui Parce que font c'est chiant, quoi, les producteurs musicaux Histoire de globalement et les boîtes d'animé. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, une grosse partie des ventes de CD, c'est la bande originale finalement des mangas. Ouais. Par là, j'entends les singles qui font les openings. Du D'accord. coup, il y a des histoires de gros sous qui font que bah il faut que ça roule, c'est-à-dire il faut lancer par exemple le nouveau groupe qui connaît pas trop, bah attends, on a réussi à avoir l'opening de telle série, ça va être trop bien, tout le monde va vous écouter. Et même, Des trucs comme et ça. même à En plus l'inverse, que un nouveau générique, souvent ça veut dire que ça te tease un nouvel arc, et ce qui veut dire aussi que accessoirement mettre des nouvelles images avec la même chanson ou la même musique, c'est un peu cheap. Bah, c'est un peu le problème, Ah oui, c'est pour d'accord, ça ok, que par je vois. exemple les openings de l'époque, par exemple on parlait de Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, ils présentent juste les personnages et c'est marre, c'est très bien comme ça. Et sachant que les deux ils restent pendant les 24 ou 25 épisodes de la série, ça marche très bien. Le problème il est effectivement qu'ils sont obligés de les changer comme ça, et le problème aussi Bah, c'est que la c'est que plupart Cowboy du temps Bebop et Samurai Champloo, c'est des one shot presque en fait. Ça dure 20 épisodes et puis basta. Oui. Quoi. bah, c'est aussi surtout c'est pas des adaptations. Oui. Il y a ça aussi. c'est l'écrit. C'est-à-dire c'est vraiment un projet Oui, effectivement, c'est un projet indépendant à projet. chaque fois. C'est ça. Ce qui veut dire que le truc est pas connu avant. Il y a aussi. C'est t'imaginer genre Pokémon mais qui change pas le générique, alors il est très bien hein, le premier générique, je suis un grand fan, y a pas de souci. C'est juste que ça aurait plus grand chose à voir parce que déjà la gueule de Sacha a Ouais. changé parce que ça fait quand même 20 ans hein, donc il a rajeuni Ouais, c'est mais pas faux. Sacha quoi. Mais du coup si j'avais jamais changé, en fait il faut aussi que tu puisses reattraper ta clientèle entre guillemets, ton public visé. C'est pour renouveler le Ouais. renouveler Puis le charme. t'as- en fait. Oui, mais il y T'as a, aussi un sentiment de quand même un continuité. problème avec ça, c'est que tous les 12 épisodes, la plupart Mm. du temps, ils changent, donc c'est peut-être un petit peu too much. Oui, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, une pseudo-saison, ou en tout cas un bon avancement d'un animé, c'est soit 12, soit 25 épisodes. Et Ouais. donc du coup, Mm. ils les changent soit à la moitié de la saison, soit parce qu'il y en a qu'un seul, parce que c'est un manga de petite durée, enfin un animé de petite D'ailleurs, durée de 12 épisodes. Ils ont une très très sale habitude, c'est de tout spoiler dans le Oui, Ça aussi, dépend. Ah, bah, clairement. ça par contre c'est horrible. Ça à chaque dépend. fois, hein. C'est très chiant. Faut arrêter. Non, mais quoi. c'est un truc, apparemment, les Japonais, eux, ça les dérange pas. Je sais que par exemple, dans les trailers de Final Fantasy VII Remake, ils ont globalement montré tout le jeu, y compris limite les boss de fin, tu vois, et ça a dérangé personne au Japon. Ouais.
Ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils ont que pas les cette, Japonais, eux, ils s'en ouais, foutent. ouais, ils ont peut-être pas cette culture du C'est la spoil. culture du spoil, quoi. Ouais. Et ben, je vous propose que sur ces mots très très justes de Maxime, on enchaîne sur un animé qui va se jouer à la rapidité, je pense. Naruto. Mais non, je sais, c'est Pokémon. Un jour Tous les ça va coups, c'est marcher, Pokémon. un jour. C'est Pokémon, tu vois. Ah non, c'est Bah, Dragon c'est pas Ball. Pokémon. Ouais, bien joué. C'est Dragon Ball, Maxime, bien joué, effectivement. Chala et chala. Et Chala. Chala et Chala. Sachant que les paroles de ce truc ne veulent absolument ça veut rien rien Tout dire. à fait. À un moment, il dit quand même grosse poitrine. Opai. Oui, je crois qu'il dit Opai, ouais. Il paille, oh Oui. paille. C'est-à-dire beaucoup de seins, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je crois que sur le générique, tu sais, il y a une espèce de petit karaoké. Et tu sais, c'est marqué avec le petit Opai, tu sais, genre l'espèce de. Oui, avec le Avec les petit, petits nichons, quoi. D'ailleurs, c'est très marrant comme justement Dragon Ball à quel point c'est universel en fait. Oh, oh. Dans le sens, ça a très peu de codes du manga finalement, à part ceux que ça a créé évidemment. Oui, oui, bah oui. Bon, après, le mec s'est quand même un peu inspiré, quoi, mais il a tout créé, quoi. Sinon, Toriyama. On va laisser Marc. Chala et Chala. Da da di da 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 di da. Da da da. La et Chala. Voilà, j'étais obligé de le mettre. C'était un passage obligé. Puisque Dragon Ball, ça fait partie des quelques animés que j'ai vus quand j'étais gamin. Mais qui est très cool en vrai. Et qui est vachement cool, Oui. on va pas se mentir. Oui, effectivement. Tout à fait. Les musiques sont extraordinaires dedans. On n'en parle pas assez des musiques de Les cet animé, musiques je de parle. Dragon Ball sont ouf. La musique ta 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 Le ta ta méchant. ta. Méchant. Oui, C'est c'est moi. lui. C'est le le méchant. Elle est fantastique cette musique. Enfin, c'est Elle est extraordinaire. C'est ça le truc, c'est que en plus, alors bon, évidemment, on se moque beaucoup du temps que ça dure avec les regards, tout ça. Mais en vrai, ça fait des build-up, quoi. Je veux dire, quand il se c'est fout sur la intense quoi. tronche, C'est comme une sorte de western presque. bah c'est ça, dans le sens quand il se Dure fout sur 15 la minutes, tronche, mais western voilà. quand même. Que je sais pas, tu vois, genre quand t'as des gens à moitié morts, puis que t'as Goku qui arrive et qui regarde dans les yeux en mode genre, t'as touché à mon fils, Pélo. C'est ça. Voilà. C'est De Niro qui va jouer Goku bientôt. C'est ça. D'ailleurs, Ayotoke Tome, Tu sais, avec la Ayotoke CG, Tome Palasa, Tomachida, Tomasista. Avec la CG maintenant, on peut faire des miracles. Hein. J'ai hâte de voir Allez. Vegeta se prendre une rouste par De Et ce Niro. serait quoi. Allez, toujours on mieux va que lâcher Dragon Masca. Ball Evolution. Ouais, mais du coup, Vegeta, il sera joué par Al Pacino, tu Ah vois. bah oui, bah forcément c'est Al Pacino Évidemment. et De Niro ensemble dans Dragon Ball Z le film. Moi, je veux Avec voir des ça. gros fuck. Fuck. Righted Air, boum. You fuck my wife. You fuck my fucking wife. Là, il fait, ouais, j'ai fuck Bulma, ouais. Mon Dieu. Oui, La mais suite, non, je la sais pas suite, si c'est vrai. La suite, la suite. Je vais lancer la suite avant que ça parte définitivement en couille. Allez, En nichon, tu veux dire. Oh, paille. Death Note. Ouais. c'est Death Note, ouais, effectivement, Max, bien joué. Putain, j'entends absolument rien. Sachant que le groupe qui a fait du coup cet opening a également fait celui de Claymore, qui est une très bonne série également. D'accord. Vous êtes prêts pour le suivant? Oui. Allez. Beck. Ah C'est putain, Beck, ouais. c'est Beck. Oh là là, Ah, Putain, Raph, tu fais quoi, Raph, on Popo? a parlé. Bravo, Raph, j'avais Raph, pas le voir, Raph. mais oui, mais j'entends rien, c'est horrible. C'est America. Beat Crusaders. It in America. Ah mais ça c'est la série de mon enfance. Hein. Oh. Je suis allé le chercher dans les tréfonds de YouTube. Putain, mais pour celle-là, toi. c'est la meilleure. Ouais, par les Beat Crusaders. C'est un groupe que j'aime bien. Ah oui, c'était I was made in America. Hmm. Tu nous laisses le refrain? En tout cas, c'est très cool comme opening. J'aime bien. Sachant que la série est très cool et il y a des musiques très sympas dedans. Ouais. Que je regardais à l'époque sur malgré le doublage totalement dégueulasse sur You are the Virgin sun, 17. you are the star, to me forever. Pardon, on avait perdu. Non, mais c'est pas grave, je le mets en entier pour toi, Raph. Oh. Là, ce qui sera marrant, c'est quand tu auras coupé au montage la musique, qu'on entendra que Raph. On entendra que Raph chanter des morceaux de la chanson. Ouais, tout seul, en Tout seul, acapella. en acapella, Ça il y sera aura plus magnifique. rien, il y aura plus de son, il y aura que Raph qui s'éclate sur la. Ce le sera extraordinaire.
Et si vous voulez en savoir plus sur Beck, je vous invite, chers auditeurs, à aller écouter le podcast de Tout et de Rien, l'épisode 2, où ce très cher Raphaël fait une superbe chronique dessus. Merci encore une fois, Raphaël, d'ailleurs. De rien, je pourrais en reparler Merci. pendant 2 heures de ce manga. Mais tellement bien en même temps. Et je vous propose d'écouter la chanson suivante. One Punch Man. One Punch Ah, Putain, vous l'avez dit ensemble, je pense, non? Ou pas? Je sais Oui, pas, oui. j'ai l'impression de l'avoir dit avant, Oui, mais avec oui, le oui. décalage. Tu as dit le titre en alors entier. personnellement, avant. j'ai dit A, donc ça compte. Ah, je reconnais. Alors du coup, je vous laisse déterminer Non, Mika c'est Max, ou Max. C'est Max. Max, ok. Comme tu voulais. Non, hein. Et non. ben Max s'envole avec 5 points. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rattraper sur Naruto Bravo. et Pokémon. Je pense que je vais faire Pokémon comme tu fais Naruto, tu vois. C'est la même, ouais. C'est Pokémon. C'est la banane, c'est Pokémon, c'est Naruto. Et puis là, finalement, il va mettre que des trucs Digimon. Oh ouais. Alors, Ah, Oh mon dieu. Alors. Non, pourtant, absolument il est pas. trop bien l'opening Souvenez-vous, Digimon. c'est quand même des trucs Ah, mais que j'ai regardé est-ce normalement. est-ce que quelqu'un connaît le générique Digimon japonais? Petit Oui, mais en monstre. japonais. Ouais, non, mais il est trop bien. Ah, je Attendez, connais pas. Je vais vous le trouver, vous savez quoi? Attendez, bougez pas. Mais le pire, c'est que Mais il vous y a saurez une pas salle quand est-ce qu'il va d'arcade. arriver, c'est ça le plus drôle. Ah. Il y a une salle d'arcade à Lyon, tu sais, sous des boutons appuyés en rythme. Il est dessus. Oh ouais. Avec la tête dessus. Y'a ça? Ouais, c'est trop bien. Putain, ça donne envie d'habiter à Lyon, ça. Allez, vous êtes prêts pour la suite, les gars? C'est quand tu veux. C'est Allez, parti. vas-y. Samurai Champloo. C'est Samurai Champloo, effectivement. Battle Cry. Très très bonne musique, c'est très groovy, j'adore moi personnellement. Ouais. Ah bah, à l'image du manga. Enfin, de l'animé. À pour l'image aller d'un sur le manga, ouais. Enfin, l'animé est extraordinaire. Bah, de toute façon, tous ceux de Watanabe. Hein, Ah, En vrai, si je devais conseiller un animé que j'ai vu et que j'ai vraiment kiffé de bout en bout, moi je pense que je sélectionnerais Samurai Champloo en premier parce que, bah, je sais pas, le paradoxe entre hip-hop et 15e siècle au Japon, je trouve que les deux ça se marie tellement bien alors que c'est pas censé être le cas que. Non, puis c'est incroyable, les en fait. épisodes, ils sont tellement extraordinaires. L'épisode du match de baseball, enfin, tous les personnages sont totalement over the top. La musique est extraordinaire. Enfin, bon, c'est le feu. comme tu dirais. C'était Samurai Champloo. C'était Samurai Champloo. Vous avez vécu. Non. Samurai Champloo. Décalage de 6 minutes. Il me faut au moins ça, hein, pardon. Beverly Je Hills. crois que c'est Digimon. Ouais, c'est Digimon, je ouais. crois. Digimon, Ouais. ça, ouais, effectivement. Ça. Qui c'est qui l'a eu du coup? J'ai C'est pas Max. entendu. C'est Max? Ouais. Putain. J'étais persuadé que c'était Je vais arrêter Beverly de compter tes points, Maxime, en fait, hein, parce que je pense que t'as tout Ouais, sauf t'as 3. vu, on est mal barré, Mika. Mais en, Non, même temps, tranquille. en vrai, tu mettrais des trucs actuels, je serais mauvais. Ah oui, mais moi, je t'ai dit, je regarde très peu d'animation japonaise et là, Non, je sais bien. par les trucs que j'ai regardés, c'est comme tu as dit, les trucs Mais que tu m'as d'ailleurs, conseillé de regarder. Digimon, c'est très intéressant comme série parce que, contrairement à Pokémon qui du coup a un aspect très enfantin et laid, Digimon finalement c'est moins enfantin qu'il y paraît. La série en version originale en tout cas, parce que la version française est évidemment édulcorée, bah c'est assez sympa et la série en elle-même est assez coolos. On donne pas assez de crédit à cette série Digimon qui, bon, bien sûr, elle est partie en freestyle. Vers la Est-ce que fin, c'est pas comme parce toutes qu'elle les est séries. arrivée en France En même temps que Pokémon. après Pokémon? Ouais. Bah, le problème c'est que enfin, ça ressemble beaucoup. Bah, je pense rien que c'est que comme dans ça le qu'ils ont nom, réussi. ça ressemble quoi. Digimon, Bah, Pokémon. oui. Et en fait, le problème c'est c'est que je Pokémon pense qu'ils digital, quoi, en fait. c'est comme ça qu'ils l'ont produit, qu'ils l'ont fait Pokémon du produire doigt. leur série. Les Pokémon du doigt. Tout à fait. C'est vrai que digital, on le dit pas suffisamment souvent. Hein. Il dit ouais, le monde digital, ouais, le monde du doigt. Ouais, c'est cool. À propos de Monde du Doigt, je vous invite à écouter la suite. Psycho Pass. Psycho Pass. Ouais, effectivement, Max, bien joué, tu l'as encore en premier. Suivi de peu par Mika. Quel rapport avec le monde du doigt du coup? Parce qu'il presse la détente. C'est digital. Ah, C'est le futur, je sais pas. C'est très digital. C'est le futur de demain. Futur de C'est demain. juste pour créer une transition un peu C'est merdique. maintenant. Bien joué à toi. Très bonne transi. Mais il est très très bien cette année Ouais. également. La saison 2 est un petit peu plus inégale. Mais bon. Eh bien écoutez les gars, on arrive sur la fin de ce blind test. Je récapitule les points. Est-ce qu'il y a vraiment besoin Oh, de je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de rappeler. Hein. 9 points pour Maxime, 0 pour Raph et 3 points pour Mika. Mais attention, petite règle en plus, celui qui trouve le nom de l'opening suivant gagnera Ah, tout gagnant. eh bien 10 points. Waouh. Peut-être que Eh oui, Ouah, c'est trop incroyable. Raph peut peut-être Vas-y Raph, c'est le Raph, moment de tu te peux te refaire. refaire. Oh mon dieu. Mika, viens, on lui laisse.
Viens, on lui laisse. Mais en fait, Allez. il va y avoir un problème, c'est que même si vous me laissez le point, on va finir l'opening que j'en saurai toujours rien. En fait. On va t'aider, on Attends, t'aidera. Raph, est-ce que tu veux venir Est-ce que tu veux venir dans la Viens chambre, dans la les chambre. yeux fermés pour pas voir ce que je vais faire C'est bizarre dit comme Oula. ça. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas sûr de vouloir venir. Touch my tralala. C'est ça, on va passer un bon moment. Jolis amis. Aujourd'hui, dans de tout et de rien, Je crois que, franchement, il va en chier pour faire le montage. j'enlève mon t-shirt. Du coup, Raph, tu veux venir ou pas? Non, mais écoute, je ne veux pas tricher, je ne veux rien faire, je veux gagner mes points D'accord, comme tout très le monde, bien. et donc je resterai de mon côté en écoutant de manière très faiblement la friture que tu proposes. Eh ben écoutez, c'est parti. Non, je suis pas salé. Le sel. 5, 4, 3, 2, Naruto. 0. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Ah, c'est Oui, Pokémon. oui, bien sûr. Il est si Bien fort. joué, Raph. Bravo. Bravo. Au hasard. En fait, il a pas dit le nom de la série. Non, il a dit le nom du générique. Il a pas dit le nom de la série. Oui. Il a dit faut trouver le nom du Ah générique. bah allez-y, le nom de la série, alors vite, vite. Pokémon. Ah, il est Yes. trop fort. Ah non, moi je voulais laisser à Raph, hein, c'est bon. Le Pokémon et leur mystère, le secret de leur Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous Je pense que c'est ce moment-là où les gens vont arrêter en fait. la vidéo. Enfin, Ce sera coupé au montage, c'est ça, je crois. J'espère. je pense. j'espère. Non, je pense pas, hein, vraiment. Parce que lui, en fait, il entend pas là. Mais l'opening japonais est assez cool Oui, aussi. il est très bien, de ouais. Pokémon. Après, soyons chauvins, on a quand même un bon générique en France par rapport à d'autres trucs qu'on a eu, Si. genre Dragon Ouais, alors Ball. j'ai mis en Tellement- français parce que je me suis dit que ça marquerait plus en français qu'en Ouais, qu'en japonais, pardon, lapsus. il est pas bon en anglais de toute façon. Bah du coup, Raph, tu as gagné 10 points. Bah écoute, Bravo, Raph. T'es trop fort. je voudrais dédier à mes partenaires qui m'ont soutenu durant ce quiz Et difficile. Maxime, t'as gagné un point en plus pour ta participation. Oh, c'est cool. Et Mika, toi, t'as gagné, eh bien, 8 On points. était à combien Oh là Il était là. à combien On est tous à Vous êtes êtes tous tout à le monde égalité, vous gagne. êtes incroyable, les gars, c'est fantastique. Oh là là, Extraordinaire. Vous êtes vraiment trop forts, je trouve. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Ah oui, applaudissons-nous. Bravo. C'est bien parce que ça saturera pas du tout sur Audacity. C'est Pas du super. tout. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on quitte un petit peu l'animation japonaise et qu'on se retourne un petit peu vers notre bien-aimé 7ème art, et plus précisément vers d'autres petites créatures presque aussi mignonnes que des Pokémon. Je laisse la parole, Mika, parce que c'est toi qui vas nous en parler, je pense. Oui, alors moi, je vous avais préparé un petit sujet. Alors vous le savez, je suis pas un grand cinéphile. Malheureusement, je n'ai pas ce trait de caractère. Je regarde assez peu de cinéma, mais il y a quand même évidemment, comme tout le monde, il y a des œuvres qui m'ont marqué puisque j'ai quand même regardé un petit peu quelques films, et notamment une, comme je vous l'ai introduite en début d'émission, c'est Jurassic Park. Alors, transition de tout trouver, hein, puisque tout à l'heure, le lundi 4 mai, nous parlerons de George Lucas. Aujourd'hui, nous allons parler de Steven Spielberg, un de ses meilleurs amis, hein, puisqu'on peut le dire. Steven Spielberg et George Lucas se connaissent, ils sont concurrents, mais également des amis, au cinéma et dans la vraie vie. Ils font d'ailleurs souvent des références l'un à l'autre, mais c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, puisque ça, ce sont des choses qui sont assez connues dans les films de Spielberg, dans les films de Lucas en général. Moi, je vais vous parler plus précisément de Jurassic Park et de quelques anecdotes que j'ai chinées ça et là, des choses parce que je m'intéresse énormément à ce film. Il a énormément de pouvoir en moi, puisque il a pour beaucoup, notamment pour moi, déterminé ce que j'ai été plus tard, hein. C'est-à-dire que je voulais faire des études de paléontologie, comme tous les gens qui ont regardé ce film une fois dans leur vie. Vous savez que ça n'a pas marché, et que je n'en ai pas fait au final. Mais voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai vu quand j'étais jeune, pas à sa sortie, puisque voilà, pour rappel, le film est sorti en 1993, je suis né en 1992, si j'avais vu ce film à un an, je pense que c'est pas le même traumatisme que j'aurais subi, puisque c'est tout de même un film qui a été un peu construit comme un film d'horreur sur certaines parties du film. Je pense notamment à la scène iconique des raptors dans la cuisine, qui a totalement été pensé comme un film d'horreur, mais le film en lui-même n'en est pas un. Ce film est à l'image du réalisateur, donc Steven, il est un manège, un parc d'attractions, puisque c'est comme ça que, en 1993, Steven Spielberg est décrit par la presse, et même lui, en fait, endosse volontiers ce rôle de entertainer. Il est donc le papa moderne du
blockbuster américain. C'est donc grâce à lui aujourd'hui que nous avons le meilleur comme le pire du cinéma américain. Alors, certains en diront du bien, certains en diront du mal, quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier que Jurassic Park a, dans son époque et même encore aujourd'hui, des répercussions qui, au fil du temps, se sont vues et démontrées, et c'est donc tout naturellement que c'est aujourd'hui devenu un film iconique, un monstre sacré du cinéma. C'est donc pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, en vous livrant quelques petites anecdotes que peut-être vous ignoriez sur ce film. Alors, la première anecdote dont je voulais vous parler, c'est quelque chose, disons, qui a impacté le tournage. Alors évidemment, vous savez que je suis très fort pour préparer mes chroniques, c'est-à-dire que je ne les prépare pas, mais on va parler de la création du film, tout d'abord. Puis ensuite, on parlera des choses au fur et à mesure qu'elles me reviennent. La première chose dont je voulais vous parler, c'est d'un grand homme qui a formé ce film, qui l'a forgé de ses mains et qui s'est beaucoup donné, qui a laissé son nom dans ce film. Peut-être vous le connaissez, il s'appelle Phil Tippett. Est-ce que vous savez qui il est ? Absolument pas. Ça doit être le gars qui fait les animatroniques. Alors c'est pas celui qui fait les animatroniques, mais c'est celui qui a été crédité au générique comme le Dinosaur Supervisor, qui a été l'objet de beaucoup de colibés après le film, d'ailleurs au crédit, donc tout le monde se foutait pas mal de sa gueule parce que du coup voilà, aujourd'hui on le sait tous, les Vélociraptors, ils avaient pas cette taille-là, you had one job, enfin bref, le mec a beaucoup été beaucoup décrié. Il faut quand même savoir que Phil Tippett c'est quand même un sacré battant, parce que Phil Tippett c'est celui qui a révolutionné le média de la fiction, puisque ce type-là a complètement perdu son boulot le jour où il a accepté de travailler sur Jurassic Park. Il a même pas perdu son boulot, il a carrément perdu son métier, puisque Phil Tippett est un spécialiste du stop motion. Alors, avant l'arrivée des effets spéciaux numériques, le stop motion consistait tout simplement à de la photographie. Vous filmiez tout simplement, image par image, des personnages en pâte à modeler. Et lui, c'était un spécialiste. Évidemment, à cette époque-là, les effets spéciaux, il y avait très peu de gens qui en faisaient. Il en était donc devenu un maître. C'était le seul, en fait, ayant de l'expérience dans ce domaine-là. Il était donc tout naturel que pour un film engageant des effets spéciaux si grandioses, il fallait un expert. Et donc, Steven Spielberg, connaissant déjà le Gugus, puisqu'il avait quand même travaillé sur pas mal de projets, fait appel à Phil Tippett. Le problème c'est que devant l'ampleur du projet, parce que je vous rappelle que Jurassic Park est sorti après Abyss, après Terminator 2, déjà des effets spéciaux qui sont déjà très après Carnosaur aussi. Et après Carnosaur bien sûr, très grand film. Je vous invite à voir ce film qui est t'es sûr qu'il est sorti après Terminator 2 ? Oui, il est sorti après T2. Le truc c'est que fabriquer, on va dire, virtuellement et artificiellement des choses qui n'existent pas, c'est possible, mais le défi dans Jurassic Park, c'est que ce sont des choses qui ont existé. Et donc il fallait leur donner un corps à une âme, et malheureusement, la technologie de Phil Tippett, la pâte à modeler, ça le fait, mais ça ne les rend pas assez réels, selon Steven Spielberg, et donc un beau jour, alors que Phil Tippett essaie quand même de donner vie à ces personnages en pâte à modeler. Il faut savoir que le gars fait quand même un très bon travail, on n'est pas sur du plaido, on parle de pâte à modeler de grand maître. Et un jour il reçoit un coup de fil de Steven Spielberg en lui disant je suis désolé, on va pas utiliser tes maquettes, on utilisera de la CGI. L'homme est donc tombé en dépression, puisque forcément vous venez d'apprendre du jour au lendemain qu'en fait votre métier est fini. Et peut-être que si je vous dis que votre métier est fini, ça vous parle, puisque c'est... Moi ça me parle un petit peu, oui. Je sais pas pourquoi, mais oui. C'est une réplique du film qui a été reprise, puisque lorsque Steven Spielberg en fait est allé voir Phil Tippett pour lui présenter le projet en CGI, il lui a montré, et donc ce serait Phil Tippett lui-même qui se serait exclamé, mon métier est fini, et c'est lui qui aurait rajouté lui-même cette fameuse phrase qui est aujourd'hui très bien traduite d'ailleurs en français, non, mon métier est éteint. Et je trouvais ça très drôle, puisque c'est cette scène qui est donc dite par le professeur Alan Grant et qui est pastichement reproduite par le Jeff Goldblum, par Ian Malcolm, en lui rétorquant que son métier n'est pas fini mais bien éteint, alors que évidemment le film nous montre bien le contraire, et Phil Tippett nous prouvera lui aussi le contraire, puisque il a réussi à se recycler dans le média et à en fait coacher les équipes de CGI, puisqu'il est passé à la place de la pâte à modeler, il est passé sur des machines mécaniques qui permettaient d'inscrire les mouvements de ces machines sur ordinateur, avec en fait le principe de la motion capture avant l'heure. Donc si Andy Serkis est aujourd'hui ce qu'il est, et c'est grâce à ce monsieur.
technique de la motion capture, c'est un peu Phil Tippett qui l'a un peu inventé, sauf que lui il ne faisait pas ça sur des humains, mais sur des maquettes et de la pâte à modeler notamment, chose dans laquelle il était spécialiste. Alors la deuxième petite anecdote que je voudrais vous raconter, c'est une petite anecdote sur Martin Ferrero. Est-ce que vous savez qui est Martin Ferrero? Ça me dit quelque chose, mais après je sais Alors, plus. C'est pas le mec qui est bouclé, brun bouclé, l'acteur? Non, alors le brun bouclé, ça c'est donc Ian Malcolm, c'est Jeff Goldblum. Ça. Pardon. Non, Martin Ferrero, c'est effectivement un acteur du film qui est très peu connu, puisque son personnage est très secondaire, et pourtant extrêmement principal. C'est l'informaticien, non? L'avocat, c'est l'avocat. C'est l'avocat, ouais. L'informaticien, on reparlera un petit peu plus tard de One Night, rassurez-vous. Mais c'est effectivement l'avocat. Alors, il y a deux petites anecdotes sur cet avocat. Peut-être vous les connaissez, peut-être pas. Je crois que il a un rôle comme ça parce qu'il était en train de divorcer, Spielberg. Alors, oui, tout à fait. Donc alors c'est même une troisième anecdote, c'est qu'effectivement Spielberg est en plein divorce et que il a une haine viscérale des avocats et donc il donne entre guillemets le mauvais rôle à l'avocat et donc Spielberg aurait appelé Martin Ferrero en lui disant voilà je te présente le pitch et en lui disant tu vas mourir. Voilà, il lui présente le pitch, tu vas mourir, sachant que Martin Ferrero connaissait l'œuvre originale, puisque évidemment, c'était quand même un livre mondial, Jurassic Park de Michael Crichton était sorti en 1990, et il lui dit, mais c'est bizarre parce que l'avocat il meurt pas dans le film, au contraire c'est même lui qui sauve les enfants, et parce que à l'origine, dans l'œuvre originale, l'avocat est un héros. Et oui, peut-être que vous l'ignoriez, mais Martin Ferrero aurait dû jouer finalement un héros, mais dans le scénario de David Koepp et de Steven Spielberg, Martin Ferrero ne jouera donc plus qu'un avocat, malheureusement pétochard, avec une des fins les plus iconiques de l'histoire du cinéma, la fameuse mort sur les toilettes, qui a été, avant même le début du tournage, scripté comme ça. Il a même été casté pour ça, Martin Ferrero. Les gens l'arrêtent dans la rue et lui disent mais vous êtes le mec qui est mort sur les toilettes, sur les cuvettes des toilettes, et lui-même dit oui je suis l'homme qui est mort sur les toilettes. Donc voilà, je trouve ça plutôt rigolo que sa célébrité en fait lui vienne de entre autres de ce film, mais disons qu'il n'en tient pas rigueur. Dans la même veine, One Night, donc celui qui joue effectivement le gros, comme on dirait, le fameux gros dans Jurassic Park, le méchant Dennis Nedry, l'informaticien qui fait tout capoter à Jurassic Park, eh bien c'est comme ça qu'il malheureusement il est un peu appelé par, alors pas sa communauté, mais en tout cas les gens qui le reconnaissent dans la rue, puisqu'il a eu très peu de films notables, ou en tout cas il joue dans Space Jam. Il joue dans Space Jam, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se fait reconnaître dans la rue. Les gens l'appellent le gros dans Space Jam. Il a pas forcément bien vécu ceci, il a pas trop bien vécu ça, mais il s'est fait une raison. Et c'est d'ailleurs très drôle qu'il se soit fait une raison, parce que même avant ça, je vais pas vous raconter toute la carrière cinématographique de One Night, mais il est resté très longtemps un anonyme dans les séries dans lesquelles il jouait et dans les films. Il n'avait pas de nom. Il a pas joué dans Malcolm, non? Non, là tu confonds. Non, avec c'est un autre, Ah. effectivement, mais non. Il a fait du doublage. Il se ressemble alors. Il a fait du doublage sur Toy Story 2. Il apparaît même dans Toy Story 2, puisque c'est le collectionneur de jouets qui achète Woody. C'est son personnage en CGI en fait sur Pixar, c'est lui qui est modélisé. Il est très connu d'ailleurs dans une série américaine que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Newman. Dans une série qui s'appelle JFK, donc c'est une série qui est très connue aux États-Unis, mais dans les années 80, donc nous ça nous concerne pas trop. Mais du coup en fait il était assez peu reconnu, puisqu'il n'a pas de nom dans ces séries la plupart du temps, et donc vu que les gens n'arrivent pas à retenir son nom ni le nom de ses personnages, et c'est un petit peu de là qu'est née cette fameuse réplique de Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout, évidemment, parce que tout le monde s'en fout de lui, et donc du coup il s'en amuse, il rit dans cette scène, et c'est pour ça que ce n'est non plus le personnage que vous voyez dire cette phrase, mais c'est l'acteur lui-même, puisqu'il va tout simplement en rire, puisque finalement effectivement on s'en fout de qui vous êtes, ce qui compte c'est ce que vous faites. Et dans le rôle qui lui est adjoint dans Jurassic Park, eh bien il fait des choses pas terribles, et sa mort est parfaitement pathétique, mais elle est très bien écrite.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter un petit peu? Alors, si vous voulez, je peux vous parler un petit peu des chiffres, tout ça, mais est-ce que ce serait vraiment très intéressant? Non, je ne crois pas. Au lieu de ça, je vais vous parler plutôt une anecdote de tournage, une petite anecdote de tournage assez peu connue. Assez peu connue, mais qui a quand même fait grand bruit, puisque c'est encore aujourd'hui une des plus grosses catastrophes qui a eu lieu à Hawaï. Alors pourquoi Hawaï? Puisque c'est là-bas ont été tournées les scènes extérieures de Jurassic Park. On va refaire un petit tour sur le speech du film. Le film, c'est très simple, hein, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est quand même un peu dommage, hein, parce qu'on a déjà 10 minutes que je parle, donc c'est quand même un peu con. Mais voilà, le film est sorti il y a plus de 20 ans. Donc Jurassic Park, un mégalomane décide de recréer des dinosaures sur une île. 25 ans. 25 ou 26, un truc comme ça. Et donc du coup ce mégalomane a besoin d'une île, voilà, comme il le dit lui-même, je possède une île au large du Costa Rica. Sauf que le problème sur les îles, c'est qu'il y a des ouragans. Et donc son parc subit un ouragan, ce qui va conduire au dysfonctionnement, et les dinosaures vont s'échapper de leurs enclos. Sauf que cet ouragan a vraiment eu lieu pendant le tournage. C'est un vrai ouragan que vous voyez dans les scènes d'ouragan qui sont filmées en prise réelle. En fait, c'est Spielberg qui a sorti sa caméra dehors et qui filmait l'ouragan. Peu de temps juste après, il était barricadé dans l'hôtel, dans lequel les acteurs et lui-même étaient enfermés, puisque le toit s'arrachait de l'hôtel, puisque c'est une des tempêtes les plus meurtrières qui est frappée à Hawaï, même encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu quand même une dizaine de morts, et les gens le savent peu, mais l'ouragan qui touche, alors je me souviens plus du nom dans le film, je crois que c'est l'ouragan Hélice, et donc le toit de l'hôtel s'envolait, c'était la panique totale, et donc j'ai deux petites anecdotes par rapport à cet ouragan. La première anecdote, c'est que évidemment vous êtes dans un contexte où vous êtes déjà à l'avant-dernier jour de tournage, hein, donc ils devaient partir le lendemain, en fait ils venaient de terminer leur avant-dernier jour de tournage, le lendemain c'était le dernier jour et ils devaient rentrer, sauf que du coup c'est compliqué quand vous êtes bloqué par un ouragan, et donc du coup vous êtes aussi en présence d'enfants, puisque pour le casting il y avait des adultes mais aussi des enfants, et donc du coup Steven Spielberg va s'inquiéter, va s'enquérir de l'état mental de ces acteurs, et donc va demander aux gens comment ils vont, est-ce que tout va bien, et donc il va poser cette phrase à Richard Attenborough. Alors Richard Attenborough, il est plus connu bien entendu pour être, vous connaissez plus sous le nom de John Hammond, puisque Richard Attenborough est l'acteur qui joue John Hammond, mais c'est également un réalisateur et ami de Steven Spielberg. Ils sont également en rivalité, hein, un petit peu comme George Lucas, mais disons qu'ils sont pas tout à fait dans la même génération. Et je crois qu'il lui avait sifflé l'Oscar à un moment, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Steven Spielberg siffle l'Oscar à Richard Attenborough pour E.T. Et en fait, de l'autre côté, en fait, Attenborough lui siffle une autre prime de réalisateur sous les yeux de Spielberg. D'ailleurs, sa première réaction, c'est qu'il va voir Spielberg de l'autre côté de la salle en lui disant mais je comprends pas, c'était à toi qu'elle revenait. Et donc ils ont une longue histoire de relations et de respect mutuel. Et donc du coup, forcément, il va voir son ami et lui demander comment ça va. Alors, petite anecdote, enfin petit contexte. Richard Attenborough, à cette époque-là, il est quand même assez âgé, il a la soixantaine passée, c'est un réalisateur accompli, il est né en 1923, donc il a même plus que ça, il a quasiment 70 ans, et il a été caméraman à la Royal Air Force. Donc si vous avez eu l'occasion de voir le documentaire Apocalypse, très bon documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, il est probablement l'un des caméramans dont les images sont issues pour la Royal Air Force. Et donc du coup il lui répond tout simplement ceci. Il lui dit: mon garçon, j'ai survécu au Blitz. Et c'est un des meilleurs souvenirs de tournage qu'a eu donc Ariana Richards, celle qui joue Lex, puisque elle avait trouvé ça très drôle comme manière de rétorquer à Spielberg que du coup en fait un ouragan c'est pas ça qui allait l'arrêter, alors que c'était quand même un vieux bonhomme de 70 ans, et voilà, ils avaient trouvé ça très rigolo. Et autre petite anecdote, et je terminerai par celle-ci puisque on parle quand même d'un grand homme, et ce sera une transition toute trouvée pour le personnage pour la personne qui incarne Mace Windu dans la série Star Wars. Est-ce que je vais parler de Samuel Lee Jackson, qui a été d'ailleurs la coqueluche des casteurs, puisque vous savez il y a des directeurs de casting, il faut savoir que c'est la personnalité qui a le plus ému et que les casteurs ont adoré, hein. Ils se souviennent tous de son passage au casting, et qui interprète Ray Arnolds, donc l'informaticien du parc. Alors peut-être vous l'ignoriez, peut-être vous le saviez, mais Ray Arnolds devait mourir dans le film autant que dans le livre.
Sauf que dans le livre, il a tout un chapitre qui lui est dédié à sa mort, puisqu'il a une mort assez dramatique, assez tragique, il se bat au final contre les vélociraptors pour essayer de rallumer le parc. Et cette scène était écrite dans le script original de Jurassic Park. Mais, vous l'avez peut-être remarqué en regardant le film, elle n'existe tout simplement pas. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ouragan Iniki l'a empêché. Le dernier jour de tournage devait être tout simplement la fameuse scène où Samuel L. Jackson devait tourner sa mort. Et il n'a jamais pu la tourner. Parce qu'il était tout simplement bloqué, hein. Il a été d'ailleurs je crois blessé pendant l'ouragan et il ne pouvait pas la tourner et surtout il y a eu quand même plus de 2 milliards de dégâts de réparation, que ce soit pour le tournage mais sur l'île en général, et donc impossible de faire le dernier jour de tournage, ils ont dû partir un jour plus tôt, et donc cette scène n'a jamais été tournée. C'est d'ailleurs pour cette raison que on revient sur la première anecdote, c'est pour cette raison qu'il fallait une mort spectaculaire qui était filmée à l'écran, et c'est pour ça que l'avocat est mort. Voilà, il fallait tout était lié effectivement, donc il a dû se rattraper différemment. Même si au départ il avait prévu de le faire tuer, ils ont changé la scène de mort spectaculaire par celle-ci, tout simplement. Voilà, donc peut-être que vous. Et sachant que du coup c'est assez rigolo finalement que le manque de cette scène ait créé du coup une scène que moi je trouve iconique, c'est la scène, tu sais, genre du bras. Oui. Qui arrive sur elle et qui est totalement inattendue finalement parce que tu l'as pas vu mourir ou être en danger. Exactement. Alors normalement effectivement c'est très horrifique quoi. Exactement. Normalement ça aurait dû être une deuxième scène horrifique après celle, avant du coup celle des Raptors, mais du coup je sais pas si on y a gagné ou perdu. Du coup en fait ils ont trouvé cette parade, mais ils ont pas pu faire autrement, mais du coup ça fait quand même une sorte de suspense parce que moi je me souviens que la musique s'arrête. À ce moment-là, la musique s'arrête et puis vous avez juste petit coup de violon qui part pour annoncer que ça repart, et juste la main qui se pose sur le truc avec Ellie Sattler qui du coup regarde le bras et en fait l'arrache en même temps. Alors avec le recul, ça a quand même 20 ans, donc on voit bien que c'est un faux bras, que c'est un peu du plastoc, voilà. Mais quand vous êtes jeune ou que vous le regardez pour la première fois, l'effet est là et marche plutôt bien. Oui, moi j'aime bien cette scène. Ah bah cette scène est iconique. Alors j'en ai d'autres des anecdotes, mais peut-être pour plus tard, parce que sinon je pense que sachant que j'avais vu une vidéo justement qui parlait de l'aspect un peu féministe de Jurassic Park. On a dû voir la même, je crois. Les couleurs. C'est la vidéo de Monsieur Méa, non ? Oui. La fameuse vidéo du Monsieur Méa. Que tout le monde a vu en fait ici. Oui. Mais parce qu'en même temps c'est vachement cool. Allez regarder toute la chaîne de Monsieur Méa d'ailleurs. Ouais, c'est génial. Très très bien. C'est génial. Très bonne chaîne dessus. Je me suis un peu inspiré de Monsieur Méa parce qu'il en parlait pas mal. J'avais également une cassette VHS sur le making of de Jurassic Park. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin tout. D'accord. Oui et non, mais peut-être j'en reparlerai. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez peut-être appris quelques petites anecdotes croustillantes sur ce film pour lequel j'ai tant d'admiration et de passion. Ben merci à toi, Mika, du coup. Les gars, est-ce que ça vous arrive d'aller au théâtre des fois ou pas ? Transition de... Écoute, on a quand même beaucoup digressé, certes, sur l'animation japonaise, mais aussi sur les œuvres cinématographiques. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, justement, intituler ce podcast, finalement, le fait de décrypter un petit peu l'art au fur et à mesure du temps, parce que quand vous y pensez, aujourd'hui, on a 10 arts différents. Et parmi ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, on a le manga qui est devenu le 9e art, le 7e art, bon, pas besoin de le citer, hein, c'est bel et bien le cinéma, et on en a un 10e depuis très peu de temps qui est le jeu vidéo. Moi je vais vous parler du 5e art qui est celui du théâtre. Voilà. C'est pas le 6e, peut-être ? Non, je crois que c'est le 5e. Le 6e, c'est quelque chose comme toutes les littératures. Que j'avais la liste tout à l'heure des arts. Ça se vérifie. Je te préviens, si tu m'as niqué ma transition. Si tu me défonces ma transition là. Coup de théâtre. Ouais, c'est ça. Littérature, c'est le 5e. Poésie ou dramaturgie, en tout cas d'après Wikipédia. Après, je sais pas si la source est bonne. Et 6e, c'est art de la scène, théâtre, danse, mime et cirque. Aïe. Coup dur pour Raphaël. Pour le joueur francophone. Moldave. Oui. Eh ben écoute, c'est pas grave. Je vais refaire la transition. Je vais pas la refaire. Cette transition et dit que c'est le 6e art et non pas le 5e art. Et donc du coup, je vais vous parler, comme je le disais tout à l'heure, du 6e art. Du coup, enfin en particulier un petit quiz. Alors je le rappelle, le dernier podcast, on avait parlé ensemble de phrases célèbres, de personnages historiques. Et bien là, j'ai un petit peu farfouillé les programmes de théâtre et les pièces pour pouvoir
essayer de ressortir des répliques de pièces que je vais essayer de vous faire deviner. Alors il y en a certaines qui sont très célèbres, c'est pourquoi j'ai pas pris les plus célèbres, mais les deuxièmes ou les troisièmes, et au fur et à mesure du temps, si jamais vous n'avez pas d'indice, je vais vous donner, si vous n'avez pas de réponse, je vous donnerai les indices. Donc on va commencer par une plutôt simple, et je vous rappelle juste très simple, comment est-ce qu'on compte les points. Et ben 1 point pour la pièce de théâtre et 1 point pour le dramaturge. Du coup, si je vous dis, je commence en... je vais essayer de mettre l'intonation aussi, parce que c'est ça, hein, je crois qu'on a tous fait du théâtre. Je sais pas toi, Maxime, mais quand il y avait Alex, on Pas a vraiment, non. Pas toi, ben c'est pas grave, Bah tant tu pis. connais sans doute certaines de ces répliques quand même. Alors, Bon, voilà, je sens que Mika va se rattraper Ouais. par rapport aux autres. je pense que Marc aussi sera pas mal. Et je fonde tous mes espoirs sur toi, Maxime. S'il te plaît, non. Alors, si je vous dis orage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. Ô vieillesse, ennemi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, le Cid de Corneille. C'est tout à fait, c'est le Cid de Corneille, effectivement, bravo. C'est ça, en plus il marque 2 points d'un coup. Je suis tombé sur le seul truc que je connais. Tu dis ça, mais Alors, tu vas est-ce tous que vous le vous faire. rappelez un peu parce que il y a certaines de ces pièces qui étaient un petit peu des impératifs quand on était au collège, voire même au lycée. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu du contexte de cette réplique? Alors, je l'ai lu. Du Cid. Mais après, pour C'est le la quai, guerre civile entre le roi d'Aragon et le roi de Castille, non, c'est ça? Enfin, guerre civile, je sais pas si on peut parler de guerre civile, mais... Oui, il y a un conflit, effectivement. Alors, la réplique, elle vient... Il y a la sous couvert de En Reconquista, fait, un peu, non? c'est surtout une querelle familiale. Le monologue, il vient d'un personnage qui s'appelle Don Dieg, et ça vient de l'acte 1, scène 4. C'est-à-dire que Don Dieg, il essaie de marier son fils, qui s'appelle Rodrigue, à Chimène, la fille de Don Gomez. Donc, du coup, c'est 2 Don, 2 pères, qui veulent faire un mariage. Par contre, il va y avoir un problème, c'est que ce dernier, donc Don Gomez, il est jaloux parce que Don Dieg est devenu le favori du roi à la nomination en tant que précepteur du prince. Et pour cela, il trouve ça injuste, et donc il va le gifler. Et donc, du coup, Don Dieg, le problème, c'est qu'il est alors trop vieux pour se venger. Il demande à son fils de le faire à sa place. Vous voyez où ça va venir? En défiant le père de sa bien-aimée en duel. En gros, pour sauver l'honneur de son père, il doit tuer le père de sa promise. Génial. L'honneur passant avant l'amour, quoi. Il tue donc du coup Don Gomez et retrouve par la suite sa promise qui, en apprenant la nouvelle de la mort de son père, par son amant, lui dit en ces mots la fameuse réplique la plus célèbre qui est « Va, je ne te hais point ». Ah bah je ne te hais point. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bravo en tout cas, Maxime. Merci. Bravo, bravo. On va passer à la deuxième, du coup. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que Cyrano. je me l'amputasse. C'est Cyrano de Bergerac. Ciao. Oui. Et c'est de Montrestan. Oui, bien joué Marc. Oui, alors Mika a dit effectivement. Mika, il a dit Cyrano et effectivement Et Marc a dit Edmond Rostand. Excellente tirade. Bravo. D'ailleurs, le film est très bien. Et oui, le film, d'autant plus avec, si je me souviens, Depardieu, c'est ça? Oui, mais également le film Edmond Rostand. Ah, je ne connais pas le Ah film. oui, il y a le film Edmond aussi, qui est très très sympa, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois, qui retrace toute la création de Je ne savais pas de la pièce, mais sous couvert presque d'une pièce, en fait. Donc il y a une sorte d'inception de pièce. Oui, bah justement, je vais en parler. Parce qu'à la base, c'est l'œuvre qui veut ça. Hein. En fait, c'est la phrase, elle se trouve dans un des plus célèbres monologues du coup du théâtre français du 17e. Donc il s'agit bel et bien de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Et c'est, comme on vient d'en parler, d'une mise en abîme. Autrement dit, la scène, elle vient la réplique vient de l'acte 1, scène 4. La pièce commence dans un hôtel où une pièce de théâtre va être jouée. C'est vraiment la mise en abîme qui se trouve là. Donc du coup, on entrevoit le personnage de Roxane, qui est une femme assez distinguée, et qui va faire d'ailleurs graviter bon nombre de personnages autour d'elle, qui la désirent en secret ou au grand jour. Et un mariage avec le vicomte de Valvert est sur le point de se faire, avec Roxane justement. Et lorsque la pièce commence, Cyrano en profite pour, là comme ça, de manière, c'est pas forcément stipulé au départ, mais en profite pour régler ses comptes personnels avec le premier acteur qui rentre en scène de la pièce. Alors monter du coup sur scène, et ce qui déplaît du coup au vicomte, qui prend à partie Cyrano, et du coup Cyrano va répondre, parce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que Cyrano était le cousin de Roxane, donc il ne voit pas vraiment leur future union du bon oeil. Et c'est pourquoi il commence à prendre parti le vicomte sur le physique. Et du coup, sur ce qui est le plus protubérant sur sa face, son nez. Donc il s'amuse à décrire les moindres imperfections
sur plusieurs intonations d'ailleurs, et descriptifs, admiratifs, etc., dans le but de le discréditer. Et cela passe par le célèbre c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est une péninsule. Tout à fait. Bravo, ça c'était le deuxième extrait. Ensuite, au voleur, à l'assassin, je me meurs, je suis mort, Molière. je suis enterré. Molière, et c'est le fourberie de... Non, c'est l'avare. L'avare, Marc. Oui, c'est l'avare, tout à fait. L'avare de... Molière. Ah oui, quand même. Je sais plus si vous l'avez dit. Si, je l'ai dit au tout début. Ah, vous avez parlé. Alors. C'est Molière, c'est les fourbes... non, c'est l'avare. Ouais, je t'accorde quand même le point. Effectivement, c'est Harpagon qui dit cela. Si vous voulez toujours retrouver, je vous le dis, c'est dans l'acte 4, scène 7. En effet, du coup, la très célèbre cassette de 10 000 pièces d'or a disparu. Et en fait, il s'agit d'un vol réalisé par quelqu'un, un personnage qui s'appelle La Flèche. C'est le valet de Cléante, qui n'est autre que le fils d'Harpagon. Et ce larcin a eu lieu parce qu'Harpagon ne souhaite pas voir son fils se marier avec la femme qu'il désire. Forcément, il y a toujours des problèmes de famille. Or, le problème, c'est que cette femme qu'il désire, lui, Harpagon, elle aime son fils. Et c'est réciproque. Alors du coup, pour que son père soutienne son mariage, le valet de Cléante subtilise la cassette. Et puis au fur et à mesure de la pièce, au final, on s'aperçoit que oui, Harpagon accepte, mais tant qu'il n'a rien à payer, ça lui va finalement, il finit tout seul avec sa cassette, donc la moralité est toujours de l'avare. Finalement, on se rend compte aussi qu'ils n'ont pas de magnétoscope. C'est vrai. Et non, pas encore. C'est quand même dommage, parce que bon, il cherche sa cassette toute la journée, mais il a rien pour la lire. Oui, voilà, c'est ça. Même dommage. Hein. Alors, quatrième extrait. Celui-ci, je sais pas si vous allez le trouver tout de suite. En fait, c'est ou l'un ou l'autre. Soit vous le trouvez tout de suite, ou alors on va ramer un peu. Ou alors vous ne le trouverez jamais. Alors, renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, car seul ton nom est mon ennemi. Roméo et Juliette, Shakespeare. Bien joué, tout à fait. Oh, il est fort, il est fort. C'est la plus célèbre scène d'ailleurs. Romeo, c'est la scène, Romeo. tout à fait, du balcon. La fameuse De l'acte 2, scène 2, c'est-à-dire que Roméo, il vient de quitter le bal avec ses amis, qui est accueilli par les Capulets. Il s'éclipse, du coup, il laisse ses amis, et il veut observer Juliette. Et donc, du coup, il coupe par les jardins, il se rapproche de ses appartements, et le petit voyeur d'ailleurs, en passant, il la voit sur le balcon. Et ainsi commencent les problèmes de leur idylle tragique, parce que vous le savez, aucun Montaigu ne peut se lier d'amour avec un Capulet, et vice-versa. Et ça mène à une tragédie, sans doute la plus célèbre du théâtre. Alors qu'à la base, c'est juste une vulgaire histoire de cul, C'est quand même fou, Mais oui, romancé quand même. Oui, mais à l'époque, ça allait loin, les histoires de cul. Hein. Ah, on rigolait pas avec l'histoire de cul, Non, et puis c'était quand même beaucoup plus romancé que ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Alors, cinquième extrait. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que j'en suce rien, et je vous le suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Alors c'est Monsieur Jourdan, c'est du Molière encore, Oui. et c'est dans Le Misanthrope. Non. Le Bourgeois gentilhomme. C'est ça, tout à fait. Pièce d'ailleurs qu'on a vue avec Alex et Marc il y a 2 ans à Orniac, avec la troupe qui venait faire des représentations toutes les années. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de les voir, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est une très bonne troupe de théâtre et on avait passé un agréable moment. Alors, expliquons un petit peu la phrase qui vient du coup de l'acte 2, scène 4, donc, du Bourgeois gentilhomme. Donc tu as raison, Michael. C'est Monsieur Jourdain qui s'étonne de parler en prose, alors que son maître de philosophie ne fait guère que lui apprendre les mouvements des lèvres de quelques consonnes et voyelles, lui faisant croire d'ailleurs par la même occasion qu'il s'exprime en prose à longueur de journée. Et en fait, la pièce tourne sur le fait que durant tout ce temps, le bourgeois, il est très naïf. Il enchaîne les cours avec un maître de danse, un maître tailleur, un autre de musique ou encore un maître d'armes. Et en fait, tous sont grassement rémunérés par un homme qui souhaite simplement faire partie de la haute société. C'est d'ailleurs ce qui les motive tout au plus plus ou moins à grande échelle, l'argent de cet homme qui est au fur et à mesure du temps toujours plus crédule. Et cela donne lieu à un début de bagarre d'ailleurs entre eux, sans queue ni tête, et toute la splendeur à cette comédie-ballet d'ailleurs, qui est l'une des plus célèbres du genre. Alors le dernier, j'ai mis un temps à trouver quelque chose qui pourrait vous mettre sur la voie, quelque chose d'assez célèbre. Alors je vous le dis, voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. C'est la plus difficile. C'est Ionesco. Non, c'est pas Ionesco. On a la même idée, Mika. Dommage. Beckett. Est-ce qu'on est dans de l'absurde ou est-ce que c'est du classique? C'est de l'absurde, non? C'est complètement de l'absurde. Ouais, c'est Beckett. C'est Beckett, c'est En attendant Godot. Tout à fait, c'est En attendant Godot. Bien joué. Vous connaissez un petit peu la pièce? Oui. Oui. Ouais, plus ou moins. En fait, c'est une phrase dite par l'un des deux personnages
qui s'appelle Vladimir, et il dit cette phrase à son ami qui s'appelle Estragon, parce que celui-ci tente à ce moment-là de rentrer son pied dans une chaussure qui est trop fine, avec tant de force qui caractérise vraiment l'humanité. C'est vraiment brutal, dans sa plus grande brutalité, face à une chaussure trop petite, trop étroite. Et ce, tout en attendant Godot d'ailleurs, qui lui ne viendra jamais. Voilà, je m'arrêterai là. Et donc du coup, si on compte ensemble les points, c'est très C'est simple. Mika qui gagne, je pense. 6 points pour Mika, 3 pour Marc et 3 pour Maxime. Bravo Mika. Yay. Bravo, Mika. Bravo. Je me suis rattrapé par rapport aux animés. Oui. Merci Raph de l'avoir fait devant moi, ce quiz, comme ça j'ai pu gagner. C'était super, merci. Vous êtes en Skype depuis le début, en fait, c'est ça? Depuis le début, C'est ça. me montrer les En fait, j'ai réponses. filé toutes C'est les ça, réponses. Suffisamment connu pour que même moi je connaisse, donc c'est bien. Parce que je suis pas très théâtre. Hein. Ouais, et puis ça change le théâtre. C'est vrai que c'est sympa de parler un peu de ça aussi dans cette émission. C'est la première fois qu'on aborde le 6e art, du coup, tous ensemble. Et merci, du coup, Raph, pour tout ça, hein, tout simplement. Merci. Merci. Mais je vous en prie. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que, enfin, au-delà de la spéciale Star Wars du 4 mai, qu'on a bien teasé hein, depuis tout à l'heure. Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous le teasez, mais du coup, techniquement Ça parlant, sera après le 4 mai. en fait, l'épisode Star Wars sera diffusé le 4 mai, mais cet épisode-là sera après le 4 mai. Donc vous faites la promo pour un épisode qui sera diffusé avant. Bon, après, techniquement, c'est toujours sympa d'avoir de la promo sur un épisode, Oui. mais du coup, c'est rigolo qu'on fasse de la promo pour un truc qui est techniquement dans le passé, mais qui est dans le futur C'est pour du nous. tease au cas où on tombe sur cet épisode-là et qu'on se dise ah mais il parle de quoi? Exactement. Ben, la prochaine intervention que je pourrais avoir, je reparlerai du théâtre, mais une autre question. Une grande question qui concerne le théâtre. J'en dirai pas plus. Il va nous parler des Istrata, il va nous parler des hommes et des femmes, ça va être super. Ah, c'est fantastique. Ah, j'adorerais que tu nous parles de Lysistrata. Extraordinaire. Eh ben écoutez les gars, malheureusement, je pense qu'il est temps de nous quitter. Ce podcast touche à sa fin. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous de tous ces sujets très très divers, animation, cinéma, théâtre. C'était vraiment très très chouette. Merci à vous les gars. Merci à toi. Merci à vous, oui. Et on va se quitter, mais avant, je crois que Raph, t'avais quelques petits mots à nous dire avant qu'on termine. Bon, c'était simplement pour remercier ce projet qui a été réalisé de bout en bout par un homme avec beaucoup de qualité, d'exception. avec un homme d'exception qu'on ne présente plus d'ailleurs parce que tout le monde connaît. Hein. C'est Marc quand on est en soirée. Ah, qui c'est la personne qui est là-bas? Bah, c'est Marc, c'est sûr. Ah mais tu connais pas Et Marc c'est finalement quelque chose d'assez sympathique de se retrouver tous ensemble tous les lundis ou alors tous les jeudis d'ailleurs parce que maintenant il y a 2 émissions par semaine. Et heureusement, on a beaucoup d'autres têtes qui vont nous aider, étayer un petit peu l'équipe qui va pouvoir, comme ceci, parler de sujets différents et variés, tant le cinéma, comme on a vu aujourd'hui, ou l'animation japonaise, mais on peut parler aussi de musique, ce que fait très bien Alexandre, ou même de musique plus ancienne. Et donc, du coup, on a eu la chance de recevoir Lila avec la vielle ou la cornemuse. Mais d'autres chroniqueurs prennent encore plus leur sujet à cœur, et c'était le cas aussi de Jules, je pense que vous l'avez entendu sur tout ce qui est jeux vidéo certes, mais à la préhistoire. Et là, on va pouvoir observer que finalement, on est tous des chroniqueurs assez assidus, et on aime vous faire plaisir, on aime se faire plaisir, et à ce moment-là, est-ce que c'est pas le principal? C'est beau. Bah si, je pense que c'est le C'est principal, et je pense que ce sera aussi le mot de la fin. Merci à vous, et bah bonne journée. Bonne journée. À Bisous. bientôt. Au revoir.